Je suis ravie de vous retrouver ce matin autour de ces 2 heures. On a choisi de continuer nos échanges autour d'un outil de prévention des violences sexistes et sexuelles et des discriminations, celui du ou des protocoles. Moi, je m'appelle Stéphanie Jambarski, donc je travaille à la Fédélima sur les enjeux d'égalité et de diversité et de pratiques artistiques et culturelles. Et pour échanger avec vous ce matin, nous avons demandé à Morgane Olivier, qui est coordinatrice de la fabrication à Bolbec, Pierre Chaput, directrice du Filset à Manille-le-Hongre, et Léa Scarpel, qui est consultante, formatrice dans la prévention des violences sexistes, sexuelles et discrimination, et cofondatrice de l'association La Collective des droits. Elles auront l'occasion de se présenter plus amplement lors de ces échanges. On va procéder en différents temps, des temps d'échange d'expérience avec nos invités, des temps aussi, comme je venais de vous le dire, d'apport aussi plus juridique et conventionnel. On va donc commencer, avant de rentrer par les expériences de Filset et de la fabrication, avec Léa Scarpel, qui va nous faire une introduction, de proposer le contexte des obligations législatives. Léa, à toi, je te passe la parole et merci beaucoup d'avoir accepté de nous aider sur ces entrées aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran et donc la présentation. Donc moi, je m'appelle Léa Scarpel, je suis juriste spécialisée sur la question des violences sexistes et sexuelles au travail et des discriminations. Je suis ravie donc d'être présente aujourd'hui parmi vous et de pouvoir aborder ces questions-là. Le tour de table m'a permis de voir quand même que du coup, il y a pas mal de personnes qui ont déjà mis en place des choses et qui ont suivi des formations. Donc voilà, peut-être que ma présentation va peut-être être une redite pour certains. L'idée, c'est vraiment de mettre le cadre en fait dans lequel, du coup, la construction d'un protocole et l'appui en fait législatif, enfin voilà, le cadre législatif à prendre en compte en fait sur toutes les questions de prévention à la fois des VSS et des discriminations. Moi je suis juriste, formatrice aujourd'hui indépendante, mais j'ai exercé pendant, voilà, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur ces questions-là. J'ai beaucoup travaillé du coup dans le secteur associatif. J'ai été beaucoup dans l'accompagnement de victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Et donc un accompagnement qui m'a amené aussi à être témoin de victimes qui, voilà, à partir du moment où elles saisissent un acteur extérieur à l'entreprise ou au secteur, c'est que du coup, les violences sont allées trop loin, que l'employeur n'a pas forcément bien réagi, que les collectifs de travail sont abîmés. Et donc aujourd'hui, mon objectif principal est d'agir voilà, sur la prévention et notamment sur la formation et la sensibilisation et le conseil. Donc aujourd'hui, voilà, je forme différents secteurs. Je suis dans la formation dans le secteur du cinéma, parce que depuis 2020, il y a une politique de conditionnalité des aides du CNC au milieu du cinéma, mais je suis aussi sur une entreprise de transport public ou sur la marine marchande. Donc voilà, je touche un peu à tout type de secteur, ce qui me permet aussi de réfléchir à comment les préventions, bien qu'il y ait des dispositions qui soient, voilà, qui soient applicables à tous les employeurs, leur mise en place en fait dépend de chaque secteur, de l'organisation du travail, voilà, de comment du coup les équipes fonctionnent, etc. Donc il n'y a pas de mode d'emploi en fait disponible dans le code du travail, voilà, qui va donner un prêt à penser sur comment construire et comment faire vivre un protocole. Par contre, du coup, il y a un cadre du coup à respecter. Alors, est-ce que j'arrive à faire passer... Voilà. Donc quelque chose d'assez basique, hein, mais juste pour replacer le cadre, quand on est victime d'une situation discriminatoire au travail, il y a deux voies de droit qui s'offrent du coup aux personnes qui sont ciblées. Il y a la voie de droit donc pénale et la voie de droit donc sociale et donc toutes les responsabilités de l'employeur qui s'appliquent. Je fais juste cette petite présentation rapide, juste pour dire que tout ce que ce soit la procédure pénale ou la procédure prud'homale ou au niveau de l'employeur, ce sont des procédures qui sont indépendantes l'une de l'autre. Donc aujourd'hui, moi, je vais me centrer du coup principalement sur tout ce qui est possible de faire au niveau du coup à la fois de l'employeur
voilà, et des structures, et donc mettre de côté tout ce qui est procédure pénale, parce que ça n'a pas lieu d'être du coup dans la réaction d'un employeur ou le traitement des signalements ou dans la prévention. Euh, alors, la pierre angulaire en droit du travail, c'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité. L'obligation de sécurité, c'est tout d'abord, du coup, protéger la santé physique et mentale des salariés. C'est l'article, du coup, du Code du travail qui, du coup, fait peser sur l'employeur l'obligation d'assurer la sécurité, de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et pour cela, qui, du coup, l'enjoint à mettre en place notamment des actions de prévention, mais aussi d'information et de formation spécifiquement. Et la mise en place aussi de travailler sur l'organisation du travail et des moyens adaptés aux travailleurs. Euh, l'obligation de sécurité, c'est aussi l'obligation de prendre en compte les facteurs de risque existants. Chaque secteur professionnel a une organisation du travail spécifique et du coup, les risques peuvent être plus ou moins nombreux. Des facteurs de risque qui peuvent être propices donc à des situations de violence sexuelle, mais aussi de discrimination. Donc, l'employeur a l'obligation, un, d'éviter les risques dans l'organisation du travail et dans les décisions qu'il va prendre pour organiser le travail. Mais si ces risques, du coup, ne peuvent pas être évités, de les diminuer au maximum et donc de proposer des mesures de correction pour pouvoir éviter les risques. Dans le Code du travail, on retrouve donc spécifiquement une mention donc, des risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que sur les agissements sexistes. Ces risques, du coup, ils sont multiples, en fait. Donc, ils sont vraiment à penser en fonction de chaque structure, voilà, de chaque organisation de travail. Il y a des risques qui, en matière de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, ont été relevés par des études, notamment du Défenseur des droits, que j'ai listé ici, hein, donc le fait qu'il y ait un faible degré de mixité notamment sur les postes de pouvoir, est un facteur de risque. Le fait qu'il y ait des contrats précaires, des CDD, intérim, stages, etc., personnel d'entreprise sous-traitante. Les rapports sociaux au sein de l'entreprise, si on est sur des rapports qui sont très hiérarchisés ou très peu hiérarchisés, donc un trop fort ou trop faible degré d'autonomie des salariés, un manque de fluidité dans les remontées hiérarchiques peuvent être aussi voilà, un facteur de risque, des conditions de travail, travail de nuit, isolé, horaires décalés, déplacements, rythme contraint ou relations avec le public. Donc c'est vraiment à l'aune de voilà, de différents secteurs qu'on va pas retrouver forcément les mêmes facteurs de risque et c'est de l'obligation, enfin, du coup, de l'employeur dans sa prévention, il a l'obligation donc de réfléchir à quels sont les facteurs de risque qui peuvent exposer enfin, voilà, peuvent être des terreaux propices, en fait, aux violences sexistes et sexuelles et aux discriminations et d'amener donc des mesures correctives pour éviter au maximum du coup et diminuer ces risques-là. Les facteurs de risque propres du coup à peut-être le secteur du spectacle vivant, des musiques actuelles, c'est aussi le brouillage donc entre vie pro et perso, des moments festifs, voilà, une loyauté qui est forte du coup à un projet collectif, des recrutements qui peuvent se faire beaucoup par cooptation, par réseautage, des relations de mentorat et toute la question aussi de l'artiste, hein, du génie créatif qui peut être aussi voilà, une justification parfois enfin, un terreau favorable sur des personnes aussi qui sont très charismatiques. Donc dans la commission de violence et aussi dans l'ampleur aussi du silence qu'il peut y avoir autour de ces questions-là. Euh, Là, je partage avec vous une jurisprudence donc, de 2023. Donc, on n'est pas du tout dans le secteur des musiques actuelles, hein. On est dans le secteur du coup du nettoyage. C'est un ensemble de personnes qui nettoyaient les trains de la gare du Nord pour une entreprise qui s'appelle H. Renier. La cour d'appel, malgré le fait que l'employeur ait mis en place des actions de formation et de sensibilisation, a considéré toutefois que l'employeur manquait donc à son obligation de sécurité à partir du moment où il n'avait pas corrigé
un risque, un facteur de risque qui était donc la division sexuée du travail, parce que dans cette entreprise, on était sur des hommes encadrants, chefs d'équipe, hein, et des femmes subalternes qui avaient été identifiées donc par plusieurs acteurs qui étaient intervenus dans la situation, notamment le défenseur des droits comme un facteur de risque structurel du coup de harcèlement sexuel et l'employeur, bien qu'il ait mis en place du coup des sensibilisations et des formations, n'avait pas travaillé sur ce facteur de risque, n'était pas revenu là-dessus et donc la cour d'appel considérait que malgré les initiatives qu'avait pu prendre l'employeur, c'était insuffisant pour remplir du coup son obligation de sécurité et donc l'employeur avait été condamné pour manquement à son obligation de sécurité. Donc l'obligation de sécurité, c'est quelque chose de très large, d'assez large en fait. Aujourd'hui, on est sur une obligation de sécurité de moyens renforcés. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, on était sur une obligation de sécurité de résultat. C'est si un ou une salariée était victime de harcèlement sexuel ou de discrimination, ou d'actes discriminatoires. C'était le résultat qui comptait et donc peu importe ce que l'employeur avait pu mettre en amont pour pouvoir prévenir les violences ou pour pouvoir prévenir donc ce type d'agissement, l'employeur était condamné pour manquement à son obligation de sécurité. Depuis 2017, on a un revirement donc de jurisprudence où on est sur une obligation de sécurité de moyens renforcés. Donc, c'est une obligation qui incite les employeurs à prendre toutes les mesures en fait prévues donc, par les articles du Code du travail qu'on a vus, hein, des mesures de prévention qui peuvent être multiples pour prévenir les faits cette obligation de moyens renforcés est une obligation qui, on passe plus sur le poids passe plus sur donc tout ce qui est la prévention des violences et permet à l'employeur de s'exonérer du coup d'un manquement à enfin, de remplir son obligation de sécurité à partir du moment où il est capable de justifier qu'il a pris du coup toutes ces mesures-là. Donc cette obligation de moyens renforcés. Elle a un volet donc préventif, mais bien évidemment, elle a aussi un volet de réaction parce que c'est pas parce que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir que, il est dispensé, bien évidemment, de réagir à un signalement et donc d'assurer donc le traitement d'un signalement et la protection donc des personnes qui du coup sont victimes de faits dans le collectif de travail. Cette obligation donc de moyens renforcés, c'est une multiplicité d'actions. Donc le Code du travail va indiquer il y a des actions préventives spécifiques qui sont voilà, listées dans le Code du travail. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est-à-dire que pour remplir son obligation de sécurité de moyens renforcés, il faut bien évidemment aller au-delà de ce qui est listé comme étant obligatoire dans le Code du travail, parce que qu'est-ce qu'on a dans le Code du travail? On a une information par tout moyen donc de la définition du harcèlement sexuel et des personnes ressources. Donc par tout moyen, veut bien dire donc de multiples manières. Donc il faut bien le penser comme pouvant être de l'affichage, mais ça peut être aussi une communication, une information par mail, sur le site intranet, une mention du coup dans les livrets d'accueil, les feuilles de route. Voilà, il faut vraiment penser comment je peux informer donc les différentes parties prenantes hein, qui sont dans les projets culturels, que ce soit les salariés, les intermittents, les artistes, et sur quels moyens. Donc ça dépend vraiment des différents secteurs, mais essayer au maximum d'informer par tout moyen de la définition pénale du harcèlement sexuel et des personnes ressources. Ça, c'est une obligation qui pèse sur la question du harcèlement sexuel, mais en fait, rien n'empêche de faire cette information par tout moyen, bien évidemment, sur d'autres champs discriminatoires, et donc informer sur le harcèlement discriminatoire, qu'est-ce que c'est, en quoi ça, enfin, comment il est défini, quelles sont les sanctions encourues, etc. Intégrer donc du coup l'interdiction des comportements dans le règlement intérieur, avoir du coup un référent donc harcèlement sexuel quand il y a un CSE au sein du CSE et ce référent doit être obligatoirement formé. Euh, et ensuite du coup d'autres possibilités hein, d'action de prévention donc comme on l'a dit agir sur les risques
possibles en matière de VSS et de discrimination. Donc, vous connaissez peut-être du coup le document unique d'évaluation des risques professionnels, hein, qui est censé lister du coup tous les risques pro. Et donc proposer donc des actions de prévention associées pour chaque risque du coup professionnel identifié. Et bien évidemment, ça s'applique du coup à tous les risques en matière de VSS et de discrimination. Bon, formation des équipes encadrantes et dirigeantes, des personnes ressources. Donc formation, plusieurs d'entre vous sont déjà passés par cette case-là, mais une formation bien évidemment qui doit permettre d'identifier ce que sont les violences sexuelles, les discriminations, mais également quelles sont les responsabilités de l'employeur qui pèsent du coup, voilà, comment l'employeur doit réagir et quelles sont les différentes étapes. Et comment aussi on recueille la parole d'une personne qui a été ciblée par ce type d'agissement. Ça peut être une charte interne, ça peut être dans les statuts du coup de la structure et également donc le protocole interne de signalement et de traitement des plaintes fait partie du coup de cette multiplicité d'actions de prévention. Voilà, un protocole interne est important parce qu'il va permettre à la fois aux personnes qui sont victimes de savoir en fait quelle est la procédure pour pouvoir du coup signaler des faits. De pouvoir être rassurées, de pouvoir avoir des garanties que si elles le font, ça va être traité rapidement et que du coup, la confidentialité va être assurée et qu'elles vont être protégées et de savoir aussi qu'il va y avoir une réaction en fait suite à ces faits-là. Du coup, pour que un protocole de signalement soit efficace, qu'une prévention soit efficace, il doit s'intégrer du coup dans une prévention qui est multiple et continue. Euh, donc penser aussi du coup comment dans le temps c'est pas une prévention one shot. Donc par exemple voilà une formation à un moment T et ensuite plus rien. Alors vous l'avez dit, certaines structures ont mentionné lorsqu'il y a des nouveaux arrivants, il y a des nouvelles actions qui sont mises en place. Il peut y avoir de la communication, de l'information. Mais c'est vraiment du coup une prévention continue de tous et de toutes. Euh, c'est du coup un portage par la direction et la gouvernance dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de la politique de prévention. Pourquoi? Parce que du coup, quand on parle de violence sexuelle, quand on parle de discrimination, on est du coup sur des enjeux structurels. Les violences sexuelles, elles traversent du coup toute la société et elle nécessite en fait, enfin, il y a un silence qui est important, il y a une impunité en fait disciplinaire mais plus sociale aussi, enfin, sur comment en fait sociétalement mais aussi au sein des collectifs, et ben en fait ce silence euh, est, euh, et a été maintenu et continue de l'être. Et c'est en fait, c'est nécessaire que ça puisse venir, enfin, que ce soit porté par la direction. Non seulement parce que déjà c'est sur elle que reposent les obligations légales de faire ce travail-là et que c'est elle qui devra répondre éventuellement de qu'est-ce qu'elle met en place, mais aussi pour que ces actions soient crédibles et rassurent, en fait, soient suffisamment rassurantes pour pouvoir se dire qu'une victime se dise, en fait, parce qu'elle a peur des représailles, il y a vraiment la question de la dénonciation, de la non-dénonciation. Et puis se dire que du coup, si elle dénonce, en fait, son signalement sera pris au sérieux et du coup elle ne sera pas en fait, ce sera pas à elle de payer les pots cassés si éventuellement elle fait un signalement. Donc c'est l'ingrédient premier en fait dans la mise en place du coup d'une politique de prévention. C'est un portage en fait par la direction et la gouvernance. Et ça ne peut pas être du coup uniquement quelque chose qui repose sur des personnes qui sont référentes dans la structure, parce que pour toutes ces raisons-là, l'enjeu est bien trop important pour que du coup ce soit uniquement des salariés. Et ce qu'il faut bien évidemment, donc des personnes référentes, mais qui soient formées du coup, et aussi qui aient du temps de travail dédié. Parce que voilà,
question-là, bah, ça demande du temps et aussi bah, dans l'éventualité, donc que ce soit sur la prévention, hein, pour qu'elle soit justement sur le long terme. C'est aussi des personnes qui peuvent être des personnes contact et qui sont, enfin, c'est l'objectif aussi de leur rôle de recevoir des personnes soit victimes, soit témoins de faits. Et ça demande du temps, en fait, de conseiller et d'accompagner. Et donc, c'est nécessaire, en fait, de penser, en fait, ce temps de travail dédié. Donc l'obligation de sécurité, c'est toute cette prévention-là, mais c'est aussi bien évidemment, comme je disais, c'est indissociable d'une obligation de réaction. Donc là, je pourrais y revenir si vous avez des questions, hein, mais c'est une obligation de réaction immédiate de l'employeur. Donc à partir du moment où l'employeur a connaissance de fait, il se doit de réagir de manière immédiate en protégeant donc les victimes et les témoins. Donc en faisant cesser immédiatement les faits, en prenant des mesures qui fassent en sorte que du coup la victime ne soit plus en contact avec l'auteur et les témoins également, parce que du coup, bah, quand on est dans les violences sexuelles, on est dans des rapports de pouvoir. Voilà, il y a des enjeux importants, de la loyauté, voilà, des craintes des représailles qui pèsent sur les victimes, mais qui peuvent peser aussi sur les témoins. Donc, pour pouvoir assurer une réaction la plus impartiale possible et la plus sérieuse possible, prendre des mesures de protection, donc des victimes et des témoins, et donc des mesures conservatoires à destination donc de l'auteur et donc une sanction à l'issue d'une enquête qui doit être proportionnée. Donc de jurisprudence constante, que ce soit le harcèlement discriminatoire ou les violences sexuelles, on est sur la faute grave. Ce type d'agissement justifie donc un licenciement, mais bien évidemment, donc le pouvoir disciplinaire repose sur l'employeur, qui doit, du coup, au vu du contexte, au vu du type de fait, au vu de est-ce que c'est un encadrant qui est impliqué ou pas, etc., bah, décider d'une sanction qui est la plus proportionnée, mais aussi dans l'objectif d'être une sanction dissuasive, hein, euh, de porter un message fort à la fois à l'auteur des faits, mais aussi auprès des collectifs. Donc cette enquête interne, elle est souvent une étape obligatoire, hein, parce que du coup, bah, quand les faits sont signalés, ben, il n'y a pas forcément, alors sauf s'il y a des traces matérielles des agissements, hein, des textos, des choses qui sont assez claires, mais dans la majorité des cas, il va falloir diligenter une enquête qui doit être rapide, impartiale. Donc pour garantir son impartialité, il y a la possibilité aussi d'externaliser une enquête et confidentielle. Euh, alors, cette obligation de sécurité s'applique en premier lieu, bien évidemment, à l'employeur. Donc, c'est lui qui est chargé d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Mais elle comporte également une dimension individuelle. Et donc, le travail nous dit il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail. Ce que nous dit ici le Code du travail, c'est que l'employeur n'est pas derrière chaque salarié. Il ne peut pas être constamment, du coup, présent dans les collectifs de travail et donc charge aussi à chaque travailleur de prendre soin de sa propre santé et sécurité, bah, bien évidemment, dans le périmètre de ses capacités, mais aussi de veiller à celle de ses collègues. C'est une obligation de sécurité qui a une dimension individuelle, mais particulièrement qui s'adresse aux personnes encadrantes, qui du coup sont bah, délégataires d'un certain nombre de fonctions d'organisation du travail, de direction, etc. Et qui, du coup, se doivent, dans le cadre du coup de leur encadrement d'équipe, s'assurer que par leurs actes ou leurs omissions, ils ne violent pas en fait cette obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Mais les dispositions sont sans incidence sur le fait que ce principe de responsabilité de l'employeur et celui qui prime, donc l'employeur reste quand même le premier à porter donc cette responsabilité et cette obligation de sécurité.
Alors peut-être que du coup, je ne sais pas dans quelle mesure c'est évident pour vous, mais cette obligation de sécurité bon, s'applique au travail, sur les lieux et pendant les temps de travail, mais elle peut également s'appliquer hors temps et lieu de travail. C'est-à-dire que du coup, des faits survenus hors temps et lieu de travail entre salariés peuvent engager la responsabilité de l'employeur. Et aujourd'hui, la jurisprudence a défini donc un certain nombre de situations. Lorsque les faits sont commis pendant un déplacement professionnel, donc peu importe que ce soit pendant le temps de travail ou hors temps de travail lors du déplacement professionnel, s'il y a un acte discriminatoire ou une violence qui est commis par exemple à l'hôtel, à la boîte, enfin voilà, pendant la soirée à la boîte de nuit, bah, du coup l'employeur reste responsable. Lors d'un événement qui est organisé par et pour l'entreprise, donc une soirée d'équipe, un séminaire, et en tout état de cause, s'il y a un responsable hiérarchique qui est impliqué. À partir du moment où, voilà, ça, c'est les trois situations donc, que la jurisprudence a établies. Et donc, j'ai mis ici une jurisprudence donc, de 2024 hein, sur la condamnation d'un employeur, une association, qui n'avait pas réagi donc, au signalement d'une salariée qui a été victime donc, de violences sexuelles par le président de l'association. Hors temps de travail parce qu'elle était en vie, hors lieu de travail parce que c'était chez elle, et donc l'employeur n'avait pas considéré que ça relevait du coup de son périmètre d'action, d'obligation, n'avait pas donné suite à une enquête interne et donc avait été sanctionné. Du coup, ce qui a été confirmé au niveau de la Cour de cassation. Voilà. Alors, sur le protocole de signalement et de traitement des situations de VSS et actes discriminatoires, euh, en fait, je vais juste faire une petite introduction et je pense que le mieux, en fait, c'est qu'après, je me nourrisse, en fait, des interventions des intervenants de Morgane Et Pierre. et de Et Pierre. Pierre. Euh, mais donc, l'objectif d'un protocole, c'est de définir donc, et d'expliciter les étapes à suivre pour une personne victime ou témoin des faits de violence. C'est de faciliter le signalement en toute confidentialité et sans crainte de représailles. C'est garantir une prise en charge rapide et impartiale de chaque signalement. C'est répartir les rôles et tâches de chacun et chacune au sein de la structure, donc savoir qui fait quoi et à quel moment. Et d'assurer en fait le traitement de chaque signalement, notamment par la mise en place de mesures de protection et la réalisation d'une enquête interne. Donc, bien qu'il n'y ait pas en fait dans le Code du travail une disposition spécifique en fait sur la mise en place d'un protocole, bah, cette action en fait de prévention-là découle directement donc des diverses en fait dispositions qu'on a pu voir et de l'obligation générale de sécurité. Et donc, elle doit en fait s'appuyer dans la conception, donc s'appuyer sur ce cadre légal qui est celui que du coup je viens de présenter. Merci Léa. Voilà. Juste une petite question par rapport aussi Mm. au tour de table. Le Code du travail prévoit un appareil juridique et des sanctions sur les discriminations liées aux violences sexistes et sexuelles. Mais est-ce qu'il prévoit la même chose pour les autres discriminations? Oui, Comme... Oui, oui, oui. d'accord. Oui, bien évidemment. Alors du coup, il y a le harcèlement discriminatoire hein, qui est défini comme tout agissement lié à un motif discriminatoire et donc qui porte atteinte à la dignité et qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile, offensante. Et bien évidemment, en fait, toutes les dispositions qu'on a vues s'appliquent en fait sur l'obligation de sécurité euh, de l'employeur et un acte. Le harcèlement discriminatoire recouvre du coup un acte unique, contrairement au harcèlement sexuel où la règle reste du coup qui est une répétition d'agissement et du coup est considéré comme une faute grave dans le cadre du travail et comme du coup les violences sexuelles, le harcèlement sexuel peut aller jusqu'au licenciement. Merci, merci. Merci beaucoup pour ces premiers apports. On laissera un temps de questions. On va juste effectivement faire un petit pas avec le concret de deux structures et deux démarches. Donc celle de Filset et celle de la fabrication à Bolbec.
Morgane et Pierre Chaput, du coup, si on reprend Morgane Olivier, pardon, et Pierre Chaput, si on reprend un peu la question du départ, Morgane et Pierre, comment vous êtes saisis de ces enjeux et de ces questions et qu'est-ce qui s'est passé dans vos structures sur les enjeux de prévention des violences sexistes et sexuelles et des discriminations? Est-ce que Morgane, tu veux commencer? Ouais, Allez, je peux merci. commencer. Bonjour à tout le monde. Du coup, nous, la fabrication, on est situé entre Le Rouen et Havre, en zone semi-rurale. On est une équipe de 4 permanents. Voilà, enfin, donc, a priori, pas d'obligation légale de mettre en place un protocole. Malgré tout, il y a eu la volonté, et elle est née de par je pense, des envies de chacun et chacune des salariés, membres du conseil d'administration, etc., de se saisir de ces questions et d'affirmer que la fabrique était un lieu le plus safe possible, le plus sûr possible. Il n'était pas sûr, parce que c'est pas possible à 100%, mais le plus sûr possible. Et puis très clairement un espace peut-être voilà en milieu rural où il n'y a pas de bar, de choses peut-être LGBTQIA+, etc. identifiées. Voilà, un espace qui pouvait rassembler voilà, tout type de personnes. Et si on affirmait ça, eh ben, il fallait que, on soit en accord entre nos actes et, enfin voilà, entre ce qu'on affichait et nos actes. Et du coup, la question de la formation, des protocoles, etc., c'est très vite posé, assez loin, malgré l'absence d'obligation pour notre structure. Et puis, je vais pas le cacher, j'ai fait WA et je pense que j'ai été aussi très sensibilisée à cet endroit-là et très rapidement à toute forme de discrimination. Du coup, on a essayé de faire un protocole et de réfléchir tout de suite à toute forme de discrimination au-delà des VSS, euh, en s'inspirant forcément de ce qui existe dans les VSS, mais de l'étendre et notamment pour cela, j'ai notamment très récemment suivi aussi une formation contre les discriminations ethno-raciales par la petite. Voilà, c'est ce genre aussi de formation qui existe. Et donc, au sein de la fabrique, moi, je suis référente VSS. Comme vous l'a dit Orlan, l'ensemble de l'équipe est formé, bien que, voilà, Orlan vient d'arriver et il est très modeste parce que même s'il n'est pas formé, il a largement contribué à la rédaction du protocole. Notre gouvernance est aussi formée et donc la prochaine étape, c'est de mettre en place des formations formelles pour les bénévoles, bien qu'il y ait beaucoup de temps d'échange avec eux. Merci Morgane. Du côté de Filset, Pierre, où est-ce que vous en êtes et comment est arrivée cette réflexion? Bonjour tout le monde. Donc Filset, on est situé en Seine-et-Marne, au nord de la Seine-et-Marne, vers Disney. Voilà, pour situer un peu là où on est. La réflexion sur l'égalité femmes-hommes, l'égalité des genres et la lutte contre la discrimination, elle existe depuis un paquet d'années ici à Filset. C'était impulsé à l'époque où Filset était dirigé par Bénédicte Froidure. Et ça faisait partie d'une démarche RSE globale qui incluait plein de choses relatives à l'écologie, à la lutte, encore une fois, contre les discriminations, au bien-être de l'équipe. Et donc, dès 2019-2020, il s'est passé pas mal de choses, des formations, des DLA, et ça a permis de poser des premières pierres par rapport à tout ça. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, et donc avec l'équipe qui avait pas mal changé aussi à ce moment-là, on a un petit peu remis à plat la démarche RSE, et dans ce cadre, remis à plat ce qu'on faisait dans le cadre de la lutte contre les VSS, pour que ça repose pas sur les seuls référents, référentes. L'idée, l'approche qui a été la nôtre, c'est d'avoir une réflexion un peu collective. Donc, on a d'abord essayé de définir un plan d'action de tout ce qu'il peut y avoir derrière. On a de nouveau déclenché des formations. Et puis ensuite, on a
commencé à en fait essayer de travailler sur l'ensemble des situations qui pourraient mériter des protocoles, donc des situations relatives à nos activités, donc gestion pour le coup d'un VSS sur un concert pour la faire simple, mais aussi on s'est posé des questions sur qu'est-ce qui se passe si ça concerne une équipe artistique, qu'est-ce qui se passe si ça concerne un partenaire financier, qu'est-ce qui se passe si ça concerne un prestataire. À l'heure où je vous parle, on a avancé sur les premiers protocoles, mais on n'a pas encore avancé sur les seconds. En tout cas, la démarche qui était la nôtre, c'est essayer d'anticiper un maximum les choses pour éviter d'avoir à traiter, je dirais, de la gestion de crise, de faire face à une situation donnée. Donc, on n'a pas encore avancé sur tout, mais le point est dans l'horizon. Dans l'intervalle, donc ça, c'était la première étape où quelque part j'étais référent VSS. Et donc, depuis, on a nommé deux autres référents VSS dans l'équipe. Camille, donc, qui est présente, et Mathieu, qui est notre collègue aussi représentant du personnel. Et ils viennent, en tout cas, Camille vient de faire une formation pour sans doute nous permettre d'actualiser cette première étape qu'on a pu faire, ce premier plan d'action et puis continuer de cheminer par rapport à tout ça. On a une fiche référent VSS pour essayer de bien cadrer aussi la mission qui peut être la leur, la charge de travail que ça représente, que ça peut représenter. L'idée, c'est de faire des points assez réguliers pour savoir s'il faut ajuster ou pas. Ce qu'on a essayé de faire aussi l'année dernière, c'est de mettre en œuvre nos protocoles, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de protocoles VSS, mais aussi accessibilité, il y a les protocoles de fin de soirée. Donc, on fait de temps en temps, on l'a fait l'année dernière en tout cas, des mises en situation du protocole VSS pour avoir d'abord l'actualiser si c'est nécessaire, et puis le jour où ça sort, qu'on soit tous en place, parce que je pense que c'est pareil chez vous, hein, mais quand on a une soirée, les équipes elles tournent, et donc si on a désigné un référent, etc. Bref, Comme un euh, exercice un peu de sécurité, protocole, quoi. exactement. On Ouais. fait un exercice de mise en situation du protocole VSS Concert. On l'a fait une fois, on s'est rendu compte que c'était utile, et donc je pense qu'on va essayer de faire ça une à deux fois par saison, au même titre effectivement que les évacuations, etc. D'accord. Voilà, donc nous, je pense que pour résumer, Camille, tu pourras compléter, mais on est plus ou moins au milieu du gué, quoi. Il y a eu une première étape où on a activé pas mal de choses. Depuis, là, il y a eu la formation, la désignation de nos référents. Et donc l'idée, c'est de refaire un point pour voir comment ajuster et continuer de travailler encore une fois sur les situations qu'on a identifiées, mais pour lesquelles on n'a pas encore rédigé de protocole. L'idée étant, encore une fois, que les protocoles, ça ne repose pas que sur les seuls référents, mais que collectivement, on puisse se saisir de la question. Merci Pierre. Morgane, du coup, vous avez d'emblée inclus dans votre protocole tous les types de discrimination. C'est comme ça que ça a été pensé? Ouais, en tout cas, on a essayé parce qu'il n'existe pas énormément de protocoles ou d'autres choses concernant toute forme de discrimination, mais oui, on a essayé et un protocole, il est constamment en mouvement. Nous, on a mis à peu près un an à le rédiger, à le valider entre rechercher l'information, s'inspirer d'autres protocoles existants, d'autres outils, le temps de le rédiger, de le consulter en équipe, puis avec les membres du conseil d'administration. Enfin, voilà, ça a à peu près mis un an avant de vraiment communiquer dessus, de s'en saisir. C'est vraiment un travail d'équipe. Je rejoins, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que disait Léa sur enfin, qu'il faut que ça naisse enfin, il faut que ça soit pris en charge par une direction, il faut que ça soit emporté par toute une équipe. Et dans notre cas, à la fabrique, c'est toute une équipe, c'est les salariés, toute personne qui arrive au sein de l'équipe, le conseil d'administration qui est très, très présent, c'est les bénévoles. Enfin, voilà, il faut que ça soit vraiment pris en charge par tout le monde, que tout le monde y adhère et que ça soit porté par la direction. Et puis, enfin, moi, ce qui me semble aussi essentiel, c'est que pour porter ces protocoles et essayer de tendre vers, euh, enfin, être vigilant à toute forme de discrimination, c'est à chaque étape, en fait. Ça passe aussi par la parité ou la diversité des personnes dans les équipes, sur scène, etc. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a un continuum hyper important. Voilà, hyper important. Et du coup, par rapport aux questions qui avaient surgi sur comment on peut faire vivre sa démarche dans le temps, et à la fois au quotidien et à la fois dans la longueur, dans le temps, il y avait aussi la notion de relancer la machine. Une fois qu'on a fait ce travail qui est quand même
même si il y a beaucoup d'inspiration possible et de formation, mais c'est vrai que ben, poser tout le monde, écrire son protocole, on a l'impression d'avoir franchi une étape importante, et pour autant, ça peut être que le début. Est-ce que vous avez Comment vous faites vivre ces protocoles au quotidien? Quels sont vos ressorts à partager un peu, ou comment vous vous en emparez au quotidien dans vos équipes et vos gouvernances? Continue un peu, Pierre, et puis je te Allez. laisse. Eh ben, moi, j'observe aussi quelque chose, c'est que à partir du moment où on affirme qu'on a un protocole, qu'on lutte contre les VSS ou toute forme de discrimination, il y a des témoignages qui arrivent. Euh, Plus on affiche un positionnement, plus aussi on reçoit. Et du coup, nous, la fabrique, on a eu à faire, voilà, à mettre en place notre protocole. Et du coup, forcément, on a eu des failles. Enfin, voilà, très clairement, la première fois qu'on a eu à le mettre en place, eh ben, on a oublié les sanctions. Hmm. Bon, voilà, tout notre protocole était écrit, il était très beau et on avait oublié les sanctions. Euh, Pareil, personne qui arrive dans l'équipe, au bout de 2 semaines, elle nous décrit une situation que moi j'ai qualifiée de viol. Voilà. Alors, il y a des situations internes et voilà, en tant qu'employeur, et puis il y a aussi des situations externes. Pour moi, il y a plein de situations externes où ça peut être difficile et je rejoins Pierre sur bien détailler chaque protocole pour des situations et je pense qu'il y a des endroits où il peut y avoir un peu des trous dans la raquette. Mais en tout cas, le fait même d'afficher une position, on a des choses qui remontent et c'est aussi par l'expérimentation qu'on voit que nos protocoles ont des failles, enfin, qu'ils ne peuvent pas être parfaits et qu'il faut constamment les réinterroger. Voilà, enfin, enfin, voilà, la mise en place enfin, induit forcément aussi à chaque fois de les retravailler, etc. Et toute nouvelle personne qui intègre l'équipe, c'est le moment aussi de réinterroger ça. Merci. Et donc, Pierre, par exemple, le test, on va dire, que vous avez fait l'an dernier en équipe, ça a montré quoi comme endroit à renforcer, soit à développer, par exemple? Bah, ça a surtout montré qu'il ne faut pas considérer qu'une fois que le protocole il est écrit, on est tous à l'aise à l'idée de bien gérer un cas de VSS en situation, quoi. Euh, Mhm. En plus, encore une fois, je le redis, on a plein de protocoles selon les discriminations. Nous, on a distingué l'accessibilité des VSS, etc. Et cetera. Et donc, à un moment donné, quand tu te lances dans une soirée, tu prends pas forcément le temps de relire les protocoles avant de le faire. Encore une fois, les rôles, ils peuvent évoluer. Les protocoles, ils désignent pas moi ou Camille, c'est plutôt des postes et ça peut évoluer d'une date à l'autre. Donc, on se rend compte que bah, l'écrit, c'est cool, mais ça protège pas de mal gérer une situation. Euh, donc effectivement, la question de comment est-ce qu'on fait vivre tout ça, moi je rejoins Morgane sur le fait qu'à Phil 7, il y a aussi une préoccupation collective qui est très forte sur ces questions-là. Mais ensuite, tu es quand même rattrapé bah, par le plan de charge, par l'activité, par d'autres préoccupations qui sont importantes. Et du coup, comment est-ce que au quotidien, tu fais des petites piqûres de rappel? C'est pas simple. Alors nous, on a des petits éléments, mais qui marchent plus ou moins. Déjà, dans nos réunions d'équipe, on a chaque fois un point focus RSE qui peut englober plein de choses, mais qui laisse un espace pour que chaque semaine, éventuellement, on s'en reparle. Alors, pour tout vous dire, on s'en parle pas beaucoup parce qu'on est toujours rattrapé par le reste. Mais au moins, ça a le mérite d'être là et on pourra en faire le bilan en fin d'année. On a aussi, nous, des réunions structurelles chaque mois où il peut y avoir une problématique qu'on n'a pas le temps de traiter dans le quotidien. Et donc là, il pourrait y avoir, il va d'ailleurs l'avoir, parce qu'encore une fois, l'idée, c'était suite à la formation de Camille et Mathieu qu'on refasse un point sur notre plan d'action VSS. Donc l'idée, c'est qu'à l'occasion de cette réunion structurelle, eh ben, on se remette en mouvement par rapport à tout ça. Et puis ensuite, on a des séminaires inter-équipes, des séminaires d'équipe, où là, pareil, on peut choisir collectivement de réaborder cette question-là. Donc, en gros, c'est comment est-ce qu'on structure les temps collectifs, j'allais dire, sur les temps quotidiens, qui sont eux-mêmes collectifs, tu vois, mais pour qu'on arrive toujours à être de front et que, bah, pareil, la question du bien-être au travail et du plan de charge, ça nous permet de gérer au mieux tout ça. Objectivement, forcément, on expérimente, on se plante, on réajuste. Nous, il y a des éléments en place, mais voilà, selon les moments, bah, on s'en saisit plus ou moins facilement. L'avantage de l'exercice pratique, c'est que ça a permis de mettre du vivant dans ces réflexions qu'on peut avoir en réunion. Donc, c'était quand même assez chouette. Mais c'est pas simple. Clairement, là, si quelqu'un là, a des idées à partager, on est preneur, hein. Merci. Et Pierre, donc tu as dit dans la première intervention, donc vous avez formalisé une fiche mission pour les référents et référentes.
Oui, alors on va l'actualiser justement, mais on avait une sorte de plan d'action global, et dans le plan Mhm. d'action, il y avait un item qui était essayer vraiment de fixer les missions des réformes, parce que quand on s'est relancé dans l'actualisation de tout ça, et qu'on a cherché un petit peu des ressources à droite à gauche, bah, il n'y avait pas forcément de formalisation, ce qu'on attend d'un ou d'une référente, et donc on a posé ça. Mhm. Et donc, bah, j'ai pas encore eu le temps de débriefer avec Camille si à l'issue de sa formation, il y a besoin de remettre à plat cette affaire, mais en tout cas, on a cet outil-là qui est en place. Oui. Et en termes de volume d'heures, vous avez estimé, parce que vous avez poussé la réflexion jusqu'à un volume d'heures dédié, Ouais. ce que Léa a rappelé aussi dans l'introduction, la nécessité d'avoir un temps dédié. Vous l'avez estimé dans quelle fourchette de Je crois que nous, volume? on était parti de la convention 21 collective, heures. hein, Léa. Je ne sais pas si c'est encore actuel, mais nous, on avait parlé de 21 heures Par mois, par semaine, par an? Qu'est-ce qu'on a mis? Attends, je vais me la mettre sous les yeux. 21 heures par mois. 21 Par heures an. par mois. D'accord. Mais si tu veux, pour être très honnête, à ce stade, on n'a pas vraiment réussi à évaluer si ce chiffre, il est pertinent, Non. comment est-ce que nos référents s'en saisissent, comment est-ce que ça vient frotter avec leur temps de travail sur le reste de ces missions. Donc pour l'instant, c'est quand même assez théorique. Il Hmm. faudra voir, nous, ce qu'on en fait d'un point de vue plus pratique. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a d'autres freins que vous rencontrez par rapport à ce que vous avez déjà pu évoquer? Est-ce qu'il y a des envies ou alors d'aller... Pierre, tu l'as déjà aussi évoqué sur les autres entrées de protocole, mais est-ce qu'il y a des freins que vous rencontrez dans la mise en œuvre chez vous, Morgane, par exemple, à la fabrication, au jour d'aujourd'hui, après... Ça fait un an que vous le testez, le protocole? Ouais, un petit peu plus d'un an, ouais. Non. Ouais. Oui, nous, on a la particularité, c'est qu'on est dans un bâtiment mutualisé. Et du coup, on a une partie du bâtiment où c'est nos bureaux, etc. Donc là, il y a tous les affichages, voilà. C'est sur nos contrats, enfin voilà, il y a plein d'outils, enfin plein d'éléments. Par contre, dès qu'on fait un concert, on est dans un espace mutualisé et là, quand on fait un événement, on affiche, on enlève et d'ailleurs, on met plein d'affiches concernant toutes les discriminations. On a vraiment un peu un stand prévention, enfin pour chacun de nos événements, etc. Mais à chaque fois, on enlève dès qu'on finit le concert, etc. Et donc, on est en lien avec plusieurs associations, plusieurs autres structures. Et on aimerait mutualiser le protocole et vraiment le réfléchir pour un bâtiment, ce qui est un peu particulier à notre structure. Mais voilà, là, il faut arriver à emmener tout le monde et toutes les structures ne sont pas au même niveau. Il n'y a pas encore tout à fait enfin, même si il y a les mêmes obligations, il n'y a pas les mêmes, tout le monde s'en saisit pas pareil. Pourtant, voilà, on est un bâtiment qui accueille du public, donc voilà. Et comment on s'aligne avec toute structure avec qui on travaille et tout partenaire, etc. Ça, c'est une réelle question, ouais. Ce qui pourrait aussi se questionner, par exemple, quand certains font des concerts hors de leur mur, enfin, voilà, dans d'autres lieux que leur salle, quoi. Exactement, enfin, nous, on fait beaucoup de concerts hors les murs et donc c'est une question qui peut se poser avec chacun des partenaires et comment on travaille cette question, comment on se met d'accord, comment voir c'est du non négociable et du coup, ça veut peut-être dire qu'on ne travaille pas avec certaines structures ou certains lieux et ça, c'est un positionnement très clair et très affirmé. C'est aussi une question de responsabilité qui est pas simple quand il y a des enjeux financiers, des choses comme ça. Mais je crois aussi qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on soit assez ferme sur ces questions. Voilà. Merci. Est-ce que Pierre, tu as quelque chose à ajouter? Tu as déjà évoqué, mais est-ce qu'il y a d'autres freins dans lesquels vous Oui, bah, rencontrez ou d'autres envies hein, aussi, ça peut être. il y a des zones de tension. Là, j'ai entendu tout à l'heure des collègues qui évoquaient bah, le fait d'avoir une réflexion sur la limitation des situations à risque. Mais comment est-ce que jusqu'où tu vas pour pas nuire aussi à la dynamique de convivialité que tu peux avoir dans un lieu. Donc nous, on a toujours des espèces comme ça, de dilemmes où tu pousses le curseur. Si tu vas trop, certes, tu as limité les situations, mais t'entames une partie de l'âme d'un projet. Donc, je pense par exemple, enfin, on peut avoir des réflexions sur qu'est-ce qui se passe en fin de soirée, bref. Donc, ouais, c'est des sujets, nous, qu'on se pose et à chaque fois, on essaye de bien dialoguer pour trouver les bons équilibres entre différents objectifs qu'on peut avoir et qui peuvent parfois frotter. Là, je pense, par encore une fois, situation à risque et convivialité.
Et puis après, je le redis, mais nous, il y a deux situations que pour l'instant, on subit et pour lesquelles on n'a pas encore de protocole, on n'a même pas encore de solution, mais ça mériterait effectivement qu'on se réunisse. C'est la gestion des partenaires publics quand ils ont des comportements qui ne sont pas appropriés, comment on réagit. Voilà, ça c'est pour l'instant, on le fait un peu au cas par cas, au fil de l'eau, mais c'est pas très processé et on subit les choses. Et voilà, vous avez tous et toutes été sans doute confrontés à des propos maladroits. Et voilà, c'est pas toujours simple quand c'est un pouvoir public, selon la position qu'il est, de lui faire comprendre que c'est pas possible. Enfin voilà, c'est touchy. Mm, Et puis, il y a la question de la programmation. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous alignés, nous, dans l'équipe, sur quoi faire en matière de programmation quand il y a un signalement de la part d'un artiste, d'une artiste qui est programmée. Mais on l'a pas encore formalisé. Et je pense que ça serait bien qu'on puisse pointer toutes les situations possibles, le lead, les musiciens, bref, et la mm. prod. Et ça, c'est pas encore complètement cadré chez nous. Je pense qu'on saurait gérer, mais ça serait bien, à mon avis, qu'on passe à l'étape de le poser. Voilà la chose qui me vient comme idée. Merci beaucoup Pierre et Morgane. Léa, est-ce que tu souhaites apporter les compléments que tu avais préparés sur les protocoles avant d'entrer dans des échanges plus collectifs? Oui. Allez, Non, mais du coup, je vais rebondir un peu sur des choses qui ont été dites. Alors, du coup, en effet, je pense que, en fait, dans le secteur des musiques actuelles, enfin, dans votre secteur, il y a tellement une multiplicité de situations possibles et de scénarios possibles que, en effet, bah, il y a une nécessité de construire plusieurs protocoles, hein, pour pouvoir penser toutes ces situations-là. Alors, ce qui ne veut pas dire que travailler, enfin, faut commencer par ce qui vous paraît le plus accessible aussi en termes de voilà de quelque chose qui vous est le plus facile pour pouvoir ensuite du coup bah, partir de là pour construire les autres. Et je pense que ces protocoles-là, en effet, c'est des outils qui sont vivants. Alors comme Morgane l'a dit, hein, c'est jamais quelque chose qui va être figé dans le marbre. Et je pense que même un protocole le protocole externe public peut nourrir le protocole interne par rapport aux situations qui ont été traitées ou leur mise en œuvre. Et donc c'est vraiment des protocoles qui vont et c'est important qu'ils soient régulièrement bah, soit testés, soit être mis à jour, soit repensés par rapport à peut-être des situations fictives et faire un groupe de travail, je sais pas, entre structures, peut-être pour mutualiser en fait cet effort-là et en fait parce que finalement, même si les structures sont différentes, il y a des situations qui se recoupent et donc de mutualiser un peu le temps là-dessus parce que et voilà, c'est énergivore, surtout quand vous recouvrez bah, des salariés permanents, des intermittents, des artistes, du public, des bénévoles, dirigeants ou pas, etc. Donc vraiment, il y a des prestataires, des partenaires, des sous-traitants, je ne sais pas, mais peut-être. Parce que du coup, bah oui, enfin, c'est un peu la particularité qui fait qu'en fait, faut y aller peut-être un pas après l'autre, mais en effet, d'avoir plusieurs protocoles peut aider. Euh, alors, l'obligation de sécurité, hein, bien évidemment, ça applique aux salariés permanents, mais aussi ça applique aux bénévoles, hein. À partir du moment où un bénévole a une autorité de droit ou de fait sur un salarié, donc que ce bénévole soit dirigeant ou non dans ses missions, du coup, qu'il ait une autorité, du coup, parce que, par exemple, il chapeaute un projet mis en œuvre par une salariée. Ou que ce soit également un prestataire qui a une autorité de droit ou de fait, l'obligation de sécurité s'applique, donc comme du coup dans le cas d'un salarié permanent. Également, du coup, dans le cas d'une entreprise sous-traitante, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais si des personnes sous-traitantes interviennent dans le cadre de vos missions, de vos projets, du coup, il y a une co-responsabilité hein, sur l'obligation de sécurité entre, du coup, le donneur d'ordre et le sous-traitant. Donc du coup, oui, ça pose pas mal de questions sur comment les faire. Et je pense qu'en effet, en fait, c'est en ça que le protocole, bah, en fait, il s'infuse par tout un tas d'autres actions, d'en faire le bilan régulièrement, en fait, et peut-être de mutualiser ces bilans-là, bah, alors de manière anonymisée, mais d'avoir des temps de bilan sur bah, les signalements qui ont été reçus, comment on a pu les traiter, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, quelles sanctions, en fait, on a prises sans, du coup, bah, voilà, partager des données qui doivent être confidentielles, mais le faire peut-être pour permettre aussi d'améliorer ça. Et donc de penser aussi qu'un protocole, donc
ce qui peut permettre que le recours, enfin, un protocole va être vivant et va être un outil effectif. Bah, il y a plusieurs prérequis. C'est un qui soit connu par les équipes, par toutes les personnes qui interviennent dans le projet. Donc, c'est une communication en fait régulière en fait du protocole. Alors, vous pouvez avoir deux versions différentes, hein. Une version beaucoup plus précise, détaillée pour les personnes qui vont être amenées en fait à être actrices en fait du traitement des signalements et du recueil de la parole, et une version qui est beaucoup plus simplifiée, mais qui permet en gros de connaître les étapes, les principales étapes du protocole et du signalement. Dans cette communication, important de vraiment communiquer sur les garanties d'impartialité et de confidentialité. Comment vous envisagez cette confidentialité-là? Comment vous la mettez en œuvre? Parce que, bon, la confidentialité, donc ça peut être des outils hein, de signer du coup un engagement de confidentialité, mais pour une victime, la confidentialité, elle a besoin de savoir qui il y a derrière. C'est-à-dire quand elle va porter son signalement, bah, qui va la traiter? Est-ce que c'est que la référente? Est-ce que que la référente, enfin, et la direction? Quelles vont être les personnes impliquées éventuellement dans le traitement du signalement? Voilà, une idée de se dire, bah, en fait, voilà les personnes qui à chaque étape vont être chargées du coup d'intervenir, parce que si cette garantie de confidentialité, elle n'est pas claire, en fait, bah, ça peut être aussi un motif de non-recours, en fait, et de ne pas saisir de protocole parce que, du coup, bah, en fait, il y a une peur de ne pas, voilà, de se retrouver le lendemain avec toute l'équipe qui est au courant ou de ne pas savoir qui va être au courant. Et donc, ça, c'est important de communiquer sur la confidentialité, sur l'impartialité aussi. Et d'où l'impartialité, c'est important d'avoir plusieurs personnes, alors référentes, déjà, parce que, alors, pour garantir aussi cette impartialité, parce qu'il n'est pas exclu que la personne référente bah, ait des liens d'affinité avec une personne dans la structure et que du coup, bah, s'il y en a qu'une, ça va priver en fait la victime de se tourner vers elle parce que bah, elle va avoir un doute en fait sur sa capacité à traiter le signalement de manière impartiale. Donc bien penser à pluralité, pardon, d'acteurs et d'actrices qui vont du coup être les interlocuteurs, interlocutrices premiers en fait des victimes. Donc il peut y avoir, ça peut être la référente CSE, une autre référente sur la question, ça peut être un autre membre du CSE, ça peut être une personne dans la direction. Que voilà, qu'il puisse avoir voilà, une diversité d'approches possibles, sachant que la référente, alors pour préciser, les référentes ont été mises en place dans le Code du travail, donc dans toutes les entreprises qui ont un CSE. L'idée, c'est de faire une personne contact, oui, une personne référente, elle porte très bien son nom, mais qui est formée sur le sujet, qui est en capacité d'accueillir la parole, d'informer, d'orienter, de conseiller sur les droits. Et donc, ce n'est pas une personne, enfin, c'est une personne qui doit aussi être dans un rôle de mettre en confiance la victime sur ce qui va se passer si elle signale à l'employeur, et qui doit lui donner les informations nécessaires sur tous les acteurs, mais aussi sur ce que l'employeur doit faire ensuite pour pouvoir bah, la protéger et réagir au signalement. Euh, donc, c'est pas forcément une personne qui va enquêter. Et ça, c'est important peut-être de le garder en tête parce que bah en fait, l'employeur, dans son enquête, alors il peut faire une très bonne enquête et du coup qu'il soit à la hauteur, enfin voilà, ou il sait aussi l'enquête, bah, elle peut être, même si elle respecte ses obligations légales, le résultat de l'enquête et la sanction peuvent être vécus par la victime comme insuffisants, voilà, estimant que l'employeur aurait dû aller jusqu'au licenciement, et donc être dans quelque chose voilà, de l'ordre oui, de l'insatisfaction, en tout cas de la non prise en compte telle qu'elle l'aurait espéré de la situation. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de maintenir les référents harcèlement sexuel en dehors des enquêtes internes, qui sont des obligations légales qui pèsent sur les employeurs, qui sont assez rigoureuses pour que du coup elles soient principalement axées sur la question de la prévention. Donc comment penser la prévention continue
voilà, de tous et de toutes, et toutes ces multiplications, il y a vraiment de quoi faire, et sur l'information et le conseil des salariés. Mais pas forcément, du coup, sur les étapes ensuite d'enquête et de réaction qui peuvent associer un autre membre du CSE. Enfin, c'est tout à fait possible, qui a aussi été formé. C'est aussi pour ça que je pense que vraiment de le penser comme un effort collectif, c'est important. Ce qui est aussi important d'avoir plusieurs références, c'est que bah, parfois sur le recueil de la parole, on peut avoir, enfin, c'est plutôt mieux, enfin, quand une victime signale, de pouvoir être deux, si on peut être deux à ce moment-là, parce que l'idée, c'est de prendre un récit le plus précis, détaillé, circonstancié possible, voilà, pour pouvoir faire un compte rendu ensuite, parce que si on est au démarrage d'une enquête interne, bah, en fait, c'est à partir du récit de la parole que va s'articuler tout le faisceau d'indices, hein, et tous les éléments de preuve à rapporter. Plus il y a de personnes qui sont formées au recueil de la parole, et mieux c'est. Et c'est vrai que du coup, bah, d'être deux, ça permet déjà qu'il y en ait une qui soit disponible, parce que bah, on sait pas. Et puis, du coup, ça permet parfois aussi de pouvoir être plusieurs, en fait, à ces moments de recueil de la parole. Voilà. Après, peut-être d'autres choses vont me revenir, donc. Pour rebondir, bah, en effet, en fait, du coup, le Code du travail va définir le rôle et les missions du référent entreprise, mais on est sur des entreprises qui ont plus de 250 salariés. La référente CSE, le référent CSE, alors y compris dans le Code du travail, il n'y a pas une définition claire en fait de ces missions. Donc il y a là aussi, bah oui, une lacune hein, dans enfin, jusqu'où va la mission d'un ou d'une référente. Et encore plus du coup d'une référente qui n'est pas membre du CSE et qui est juste une personne qui est volontaire, qui a envie de s'engager sur ces questions-là, et voilà, à qui ça tient à cœur. Mais d'où l'importance de sécuriser sa mission. C'est-à-dire de la sécuriser, alors déjà par la former, hein, bien évidemment, sur le recueil de la parole, parce que voilà, on peut enfin, recueillir la parole de victimes de discrimination et de violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose de lourd. Bah, de le penser à comment bah, créer un binôme aussi dans la structure. Alors, si le binôme ne peut pas être présent lors du rendez-vous, avec qui la référente peut débriefer en fait ensuite sur une personne qui a le même niveau de compréhension, le même engagement, enfin voilà, engagement et de pouvoir dire, bah, en fait, voilà, là il se passe ça, etc. Qu'il soit pas forcément une personne de la direction, parce que du coup, à partir du moment où la direction est informée, bah là, il y a une obligation, des obligations légales qui en découlent. La réaction immédiate, mettre en place du coup des mesures de protection, etc. Il y a des personnes salariées qui peuvent aller voir une référente dans l'optique de dire est-ce que c'est vraiment du harcèlement sexuel ou est-ce que c'est voilà quels sont mes recours, qu'est-ce que je peux faire, sur qui je peux m'appuyer, comment voilà, je veux pas tout de suite signaler parce que j'ai trop peur, parce que c'est pas le bon moment, parce que donc la référente elle a vraiment ce rôle-là d'encourager à signaler, à saisir les dispositifs, mais aussi de créer du coup un cadre rassurant et tout en respectant du coup les temporalités des victimes. Donc, c'est bien pour elle d'avoir du coup, en effet, un binôme avec qui, alors, d'écrire des groupes de travail interstructure et ce que propose la petite, c'est vraiment super. Parce que, bah oui, moi, j'ai des retours de bah, tout type de secteur, hein, de référentes qui sont trop isolées et qui, non, alors, d'autant plus si c'est pas un projet qui est collectif, peuvent être stigmatisées dans le cadre dans le collectif de travail, comme étant celle, du coup, voilà, qui un peu, oui, celle qui en fait trop, enfin, être elle-même, du coup, dans des collectifs de travail qui sont un peu réfractaires sur la question, ciblés par des agissements qui mettent en péril leur santé et leur sécurité au travail, justement parce qu'elles s'emparent de ces questions-là. Euh, D'où aussi voilà, de bien dissocier ce qui repose sur l'employeur de ce qui repose sur la référente. Et la référente ne peut pas réaliser, par exemple, une enquête. Ce n'est pas son rôle d'aller, elle, son rôle, c'est de recueillir la parole et de bien faire passer dans un premier temps, à partir du moment bah, elle va être saisie de demander tous les éléments du faisceau d'indices et d'aider à collecter en fait tous ces éléments-là du faisceau d'indices qui soit doivent être collectés par l'employeur dans le cadre dans l'enquête interne, soit avec la référente dans l'idée d'un signalement en fait à l'employeur.
Mais il y a tout un travail aussi qui est voilà, de collecter ces éléments du faisceau d'indices, d'informations sur ce qu'est un faisceau d'indices, que c'est pas parole de l'un contre la parole de l'autre. Enfin, c'est tout ce travail de déconstruction d'idées reçues sur les violences sexuelles que fait la référente. Et donc, l'associé, bah oui, l'associé à l'enquête, ça peut aussi faire que certaines personnes la voient comme étant associée à l'employeur. Et donc prive du coup certains individus d'un recours, ouais, d'un cadre de confiance, quoi. Ce qui ne veut pas dire que l'objectif de la référente ne doit pas être de signaler, bien évidemment. L'objectif de la référente, c'est de signaler pour mettre fin aux agissements. Mais du coup, c'est pas la même chose une référente qui est saisie que une RH, une personne RH de la direction ou même un encadrant, parce que les encadrants, du coup, du coup, sont délégataires de l'obligation de sécurité. Et en fait, à partir du moment où un encadrant est informé de situation de violence sexuelle, le délai en fait court pour la sanction, qui est un délai de 2 mois de tout fait fautif dans le cadre du travail. Et la jurisprudence considère que l'encadrant porte voilà, porte du coup enfin, est un représentant de l'employeur et donc bah, du coup à partir de là on estime que l'employeur a été informé. Donc voilà, donc c'est aussi penser les choses comme ça, mais oui, j'ai régulièrement enfin, voilà, c'est un rôle qui est compliqué, qui est difficile, et il y a un sentiment d'isolement, alors d'où l'intérêt aussi de, voilà, de mutualiser et de créer des réseaux et d'avoir du coup bah, des missions qui sont. Alors la fiche référence, c'est une très bonne idée. Missions du coup clairement définies, à adapter aussi avec le temps, hein. Voilà, le temps en fait, il va pas être le même si on est selon les périodes de l'année, quoi. S'il y a la révision du protocole qui doit être faite, de nouvelles actions de prévention, est-ce qu'il y a eu des signalements ou pas, des saisines? Donc peut-être établir un temps annualisé, je ne sais pas, ou et après, bah, je rejoins Morgane, hein. Plus il y a de la prévention, plus il y a de la communication, plus il y a des saisines. Enfin, moi, quand j'interviens dans les entreprises, je leur dis, je vais former, je vais sensibiliser. Enfin, préparez-vous à ce que vous soyez saisis. Donc oui, comme le dit Morgane, plus on communique, et ben, en fait, c'est pas un mauvais signe, en fait. Enfin, c'est plutôt un bon signe d'avoir été saisi et du coup d'avoir des faits qui remontent parce que ça veut dire qu'on a un cadre qui est suffisamment de confiance aussi et du coup qui permet aux victimes de se tourner. Mais c'est limite une réaction normale à de la mise en place d'actions de prévention que d'avoir du coup des saisines de victimes dans la foulée en fait. Parce que ça permet aussi aux personnes bah, de savoir, enfin c'est le propre d'un protocole, enfin vers qui je me tourne, qu'est-ce qui va se passer. D'où l'importance aussi, bah oui, de bien détailler les étapes, de donner le fait que ça va être une réponse rapide, voilà, que le premier entretien bah, va être suffisamment rapide après avoir été signalé. Euh, alors, et puis aussi sur la question, est-ce que ça couvre que les VSS ou les discrits? Moi, j'ai envie de dire, faites d'une pierre deux coups, hein, parce qu'il n'y a rien qui est fondamentalement différent hein, dans les actes discriminatoires et les violences sexuelles. Donc, en fait, autant que d'avoir plutôt différents protocoles sur différents types de violences, autant bah, mutualiser en fait et du coup bah, appliquer en fait le protocole violence sexuelle aux actes discriminatoires. Voilà, bien penser aussi. Alors du coup, je vais repartager parce que et tu me dis si je suis trop longue, Stéphanie, hein. Euh, J'avais listé un peu toutes les questions en fait qui peuvent se poser quand on rédige un protocole. Et voilà, c'est une liste qui n'est pas qui est pas exhaustive, hein. Enfin, il y a beaucoup plus. Enfin, ça peut être beaucoup plus que ça. Mais pensez donc quelles sont les personnes qui peuvent être saisies. Donc, comme je vous disais, donc une pluralité du coup de possibilités de saisine selon voilà selon les personnes dedans. Quelles sont les personnes qui peuvent s'en saisir. Donc, est-ce que c'est que des victimes? Est-ce que ça peut être des témoins? Est-ce qu'on vise uniquement les violences sexuelles ou la discrimination également? Quelle forme doit prendre le signalement? Est-ce que ça peut être un signalement oral ou est-ce que du coup c'est un signalement écrit? Quels sont les différents canaux? Est-ce que du coup c'est une possibilité de faire un signalement par mail, donc que l'adresse mail soit bien communiqué et aussi que ce soit clair qui y a derrière cette adresse mail parce que ça peut être signalement at fil7.com, enfin je ne sais pas, mais du coup, bien que ce soit bien clair, bah, quelle est la personne qui va lire ce signalement? Est-ce que c'est la référente ou est-ce que c'est la direction? Voilà, mettre du coup éventuellement donc signalement par téléphone et une fois du coup le signalement reçu, important un accusé réception
Voilà, de dire que ça a bien été reçu, donner un délai dans quelle temporalité on peut recevoir du coup la victime, lui demander de communiquer tous les éléments du faisceau d'indices qu'elle a, indiquer les mesures qui permettent de garantir la confidentialité, quelles sont les mesures de protection que on envisage de prendre par rapport à la victime et à la témoin. Donc rappeler que le Code du travail a interdit toute mesure discriminatoire à l'égard des victimes de personnes qui signalent des faits de harcèlement sexuel et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet de représailles, y compris les témoins aussi. Voilà, et ensuite, penser les modalités du premier entretien. Est-ce que dans quel lieu, dans quel espace, sachant qu'un entretien avec une victime de violence sexuelle, l'acte discriminatoire, ça peut prendre du temps. Enfin, on peut être parfois 3 heures en entretien. Moi, ça m'est arrivé voire même j'ai eu des entretiens sur 4 demi-journées. Mais bon, du coup, parce qu'on est sur des faits où parfois il y a eu du coup des faits qui ont été commis dans la durée et ça prend le temps en fait de recueillir la parole. Donc prévoir du temps, prévoir un espace qui est adapté, voilà, prévoir éventuellement d'être en binôme si on est sur des types de situations où il y a un entretien on se dit que ça va, voilà, que ça va durer. Euh, Faire un compte-rendu écrit important à chaque fois, le plus précis, détaillé, circonstancié possible, et que ce compte-rendu soit signé aussi par la victime, relu et signé, validé, éventuellement complété. Et ensuite, dans le protocole, quelles sont les suites données, à partir de quand il y a une enquête ou pas, voilà. Est-ce que la personne qui a signalé sera informée du coup des suites? Et quelle communication aussi des résultats de l'enquête à la victime et éventuellement au collectif de travail, quoi. Qui est informé des résultats de l'enquête et sous quelle forme? Voilà. Et là, j'avais juste deux autres slides, mais c'est des choses que j'ai déjà dit, hein, mais bien penser qu'en fait, avoir un protocole, ça ne veut pas forcément dire que des victimes vont s'en saisir. Ça va dépendre du degré de connaissance du dispositif, donc de la communication qui est faite, du degré de confiance envers les garanties d'impartialité et de confidentialité, de la crainte des représailles et de la capacité des personnes à identifier les violences et discriminations, éléments de preuve. Donc là, on est que un dispositif ne peut pas aller sans une communication du dispositif sous toutes ses formes, sans du coup une communication sur l'impartialité et la confidentialité, comment celles-ci sont garanties, et sur la capacité des personnes, donc sans de la formation et de la sensibilisation et de l'information régulière, en fait. Et sur la crainte des représailles, c'est en ça que c'est important que ce soit porté par la structure, hein, parce que c'est la structure employeuse qui fait peser en fait cette crainte d'un impact sur la carrière ou du coup le cadre de travail. Et donc, plus la structure employeuse est présente et investie et porte ce dispositif-là, plus la crainte des représailles peut être amoindrie, quoi. Voilà. Merci Léa. Mais Je veux bien me lancer, mais à Filset et Camille, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais nous, on a fait le choix d'abord de faire une formation collective pour tous se réaligner sur les enjeux, les difficultés, les problématiques de cette question avant de mettre en place un plan d'action, une fiche référent, de désigner, d'avancer sur les protocoles collectivement en désignant, j'allais dire, des pilotes par protocole. Et une fois qu'on avait un peu avancé collectivement, on a désigné les binômes de référents qui, là, maintenant, vont pouvoir faire une sorte de bilan perspective de ce qui a été mis en place jusqu'ici. Euh, C'était ça la méthode Office 7. Après, je ne dis pas qu'il y a une méthode, hein, mais voilà l'autre, celle qui était, c'est d'abord une formation collective avant d'attaquer ce que tu appellerais toi un comité ou chez nous un groupe de travail. Nous, les gens n'ont pas forcément été formés au début. Après, on n'est pas une très grosse structure. Je vous l'ai dit, Orlan n'a jamais reçu de formation et pourtant, il a largement participé à la rédaction du protocole euh, parce que je pense qu'il y a vraiment aussi c'était aussi des questions personnelles, des questionnements, oui, d'ordre personnel, de l'ordre du vécu. Et du coup, euh, je suis très partagée en fait. C'est d'un côté, je pense qu'en effet, c'est
il faut passer par une formation pour mettre en place des protocoles quand même formalisés le plus, voilà. Et d'un autre côté, selon le vécu de chaque personne, etc., on peut avoir un avis, on peut participer à une réflexion collective, si c'est pas possible de former toutes les personnes, etc. Et moi, je suis très partagée entre, enfin, sur le fait que ça soit volontaire et sur le fait aussi d'imposer. Je pense que le binôme paritaire, etc., par exemple, est très intéressant. Et donc, en effet, quand il y a un CSE, de dire, bah voilà, il y a forcément aussi quelqu'un du CSE, c'est intéressant. Parce que je pense que à 80%, voire plus, les personnes référentes VSS, ce sont des femmes. Et c'est aussi les femmes, par exemple, qui se saisissent de ces questions-là. Et donc, ça repose, enfin, c'est toujours les mêmes personnes qui se posent ces questions-là, qui travaillent ces questions-là. Et c'est encore beaucoup de charges. Enfin, Léa l'a dit, c'est énormément de responsabilités. Donc, c'est encore énormément de charges mentales. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même aussi clairement cette question-là, quand même, où il faut être vigilant, vigilante. Merci Morgane. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui va avoir à être enfin, qui va être protégée par le fait qu'elle est membre du CSE dans le cadre de son mandat, et l'autre, du coup, elle ne va pas être protégée. Alors, il y a les référentes VHSS dans le secteur des musiques actuelles, je pense que ça découle aussi beaucoup des exigences du CNM. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais du coup, on les retrouve assez peu dans d'autres secteurs professionnels où du coup, principalement, il va y avoir la référente CSE, harcèlement sexuel, et le référent ou la référente entreprise. Mais après, en fait, il y a aucune, c'est ça, il y a aucun cadre. En fait, le problème, c'est justement celui-là, c'est qu'il n'y a pas forcément de cadre. Et sur leur nombre, en fait, il n'y a pas forcément de limite non plus. Pour les CSE, ils doivent avoir un référent harcèlement sexuel, mais rien n'empêche qu'ils en aient deux, selon la taille de la structure, selon l'entreprise. Et dans l'émission, bah, c'est aussi un peu le flou. Justement, enfin, d'où l'importance de penser l'émission du CSE à la lumière de son statut, qui reste une salariée, avec du coup voilà, des missions de travail. En effet, ce sont beaucoup des femmes qui sont investies de ces questions-là, qui empiètent aussi sur leur temps de travail ou pour pouvoir mener à bien. Donc, c'est important de leur créer un cadre sécurisant. Et d'où l'importance aussi, pour rebondir sur ce que disait Ifa, oui, alors certes, constituer un groupe de travail doit être l'initiative aussi d'une référente, mais en fait, ça peut se faire aussi avec l'appui du coup de quelqu'un de la gouvernance, de la direction, qui appuie ça en fait, parce que le lancement d'un groupe de travail est important. Après que dans toutes ces réunions, il n'y a pas forcément quelqu'un de la gouvernance et qu'il y ait une coordinatrice qui soit là mais que ponctuellement il puisse y avoir quelqu'un de la direction de la gouvernance qui soit là, c'est important, mais pas tout le temps. Mais dans le lancement, dans la constitution du groupe, c'est important que se montre que c'est quelque chose que l'employeur porte et que ce groupe, en fait, est quelque chose de la structure. Et donc, alors pour moi, du coup, la question du volontariat, elle est essentielle, hein, parce que du coup, alors justement, quand on laisse le volontariat, bah forcément, oui, ça va être une grande majorité de femmes, mais comme dans tout ce qui touche aux questions des violences sexuelles, que ce soit les associations, enfin, ça reste du coup beaucoup de femmes, mais c'est essentiel que ce soit sur le volontariat parce qu'être confronté donc à des récits ou à des situations de violence sexuelle, ça peut pas être imposé. Enfin, du coup, c'est quelque chose, même si on est un homme, parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'est pas possiblement victime, on n'a pas été victime de violence sexuelle ou confronté directement ou indirectement à ces questions-là. Donc, je pense que c'est important que ce soit des personnes qui soient volontaires et prêtes à le faire. Tout en, je pense que plus c'est porté par l'employeur, hein, plus c'est une question transversale et collective, plus c'est un statut qui est sécurisé avec du temps de travail qui est dédié et du coup une reconnaissance en fait de ce que ça implique, plus possiblement il y aura des personnes du coup masculines, même si elles sont en minorité, mais du coup qui vont s'impliquer dans ces postes-là. Et après, le fait d'être un homme, bien évidemment, n'empêche absolument pas, alors j'ai pas précisé, mais de recueillir la parole d'une victime ou d'être référent à partir du moment où on est bien formé, sensibilisé. Et pour moi, la formation, elle est aussi importante. Euh,
Euh, Parce que, en fait, même si on a été confronté à des violences, on n'a pas forcément. Enfin, justement, il y a le vécu traumatique, euh, et du coup, l'analyse qu'on a pu en tirer. Et certaines personnes qui ont été confrontées à des violences ont su, en fait, s'outiller et du coup, en faire un levier, en fait, pour agir sur ces questions-là. Mais je pense que quand même de s'assurer que tout le monde est au même niveau de connaissance parce qu'il y a énormément de préconçus, d'idées reçues, voilà, de raccourcis en fait qui peuvent et d'absence de connaissances sur ce que doit faire un employeur parce qu'on est quand même dans le cadre du travail. Enfin, c'est un cadre particulier où s'applique du coup pas mal de dispositions. Et donc, bah, pour permettre qu'un groupe de travail il avance, de tous partir du même niveau en fait de connaissances sur qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que voilà, que doit faire un employeur, et sur la compréhension des violences aussi, ça facilite beaucoup les choses, je pense. Mais après, voilà, je peux comprendre que ça peut se faire aussi autrement, Mm. mais du coup, Et voilà. donc, Léa, pour synthétiser, hors CSE, les Mhm. personnes qui sont référentes égalité, ou VSS, Mhm. pardon, sur ce sujet, sont enfin, n'ont pas de statut spécifique, elles sont salariées, C'est et il y ça. a... Ouais, ok. Qui est censé quand même traiter de toutes les questions de sécurité, d'hygiène au travail, de santé au travail. Et donc, même si elle n'a pas des personnes qui sont spécifiquement outillées sur la question des violences sexuelles, des actes discriminatoires, elle fait quand même partie d'un corps qui, et du coup, est actif sur ces questions-là. Donc, elle a quand même un collectif, ce qui est différent du coup des référents de VHSS, qui sont, du coup, n'ont pas les mêmes outils à disposition et n'ont pas, en fait, ce cadre, en fait, de collectif d'appui sur lequel elles peuvent aussi s'appuyer pour pouvoir mener à bien leur mission. Et après, en termes d'action, enfin, je pense qu'en fait, en termes de ce que peut faire une référente CSE et VHSS, on est à peu près sur le même type de mission. Enfin, moi, à part le droit d'alerte qui est un droit spécifique du CSE, c'est pour ça que je disais bien délimiter en fait ce qu'elle peut faire et bien définir et que ça doit être beaucoup en fait sur le recueil de la parole, le recueil des éléments, la constitution du coup d'un dossier pour un signalement, de la prévention beaucoup. Enfin, c'est quand même le premier rôle des référentes, c'est du coup de prévenir et donc de penser en fait cette prévention multiple, continue envers tous les acteurs. D'orienter et du coup bah, d'accompagner la personne dans la démarche de signalement à l'employeur si du coup enfin voilà, pour qu'ensuite il y ait une enquête interne et une sanction. Mais par exemple, voilà, c'est là où je pense qu'il y a des limites en fait, mais qui sont pas inscrites nulle part en fait. Enfin, voilà, il y a, il y a pas de, c'est un peu le manquement sur, oui, sur ces statuts-là, ouais. Mm. Merci Léa. Morgane, vous avez une forte implication des bénévoles dans la mise en œuvre du projet. Comment vous avez fait le lien? Ouais. C'est toujours en cours et en effet, il y a tout le temps des personnes qui arrivent, donc il faut le refaire enfin, de façon systématique. Mais il existe notamment, nous, on fait appel au FDVA 1, enfin, pour la formation des bénévoles. Voilà. Euh, FDVA, est-ce que tu peux redire pour tout le monde? Fonds, euh, Fonds développement de la vie associative. Voilà, exactement. Ça fonctionne pour les associations. Il y a des structures qui ne sont pas forcément associations, mais voilà. Donc voilà, et qui est un fonds pour vraiment la formation des bénévoles. Après, moi, j'avais mis à disposition des outils de formation, etc., pour les bénévoles. Et ça dépend de la taille des structures, mais nous, on est constamment en lien avec les bénévoles et le conseil d'administration. Donc, c'est énormément de temps d'échange et de discussion avec l'ensemble de l'équipe, quoi. Merci. À Fil 7, vous avez réussi à faire cette passerelle avec les bénévoles? On essaye. Euh, donc, je parlais de la période 2019-2020. Il y a eu un DLA et de mémoire, des membres de la gouvernance avaient été associés à ce DLA. Donc, l'outil DLA, Indiana, ça peut aussi être une piste en fonction de ce que vous avez décidé d'enclencher. Ensuite, nous, quand on a reformulisé notre plan RSE, bah, ça a été fait avec le CA et on leur a partagé le plan d'action. Donc, on a eu des échanges sur les VSS. Et puis, effectivement, nous, grâce au FDVA, on fait chaque année des petites formations ouvertes à tous les bénévoles. Et on a fait une formation l'année dernière sur, donc pareil avec plus égal, hein, on passe plutôt par plus égal pour les formations sur, j'allais dire,
l'approche de tous les comportements sensibles en situation de concert. Et au sein de ça, il y avait la question des VSS. Je vous remercie tous et toutes de vos contributions, vos écoutes et vos apports. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Donc,